Rapatriement des corps des 14 casques bleus tanzaniens tués en air des Congo jeudi dernier. Des hommages leur ont été rendus. En Sierra Leone, des adolescentes enceintes sont exclues et privées d'école. Des écoles ont donc été spécialement créées pour elles. Puis nous irons au Brésil où de nombreuses personnes tombent sous les balles perdues au cours des affrontements entre policiers et trafiquants de drogue. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs, bienvenue. Un hommage a été rendu aux casques bleus tanzaniens tués jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo. Les corps des 14 soldats tués dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais ont été rapatriés lundi dans leur pays. Reportage. Des cercueils blancs couverts du drapeau bleu clair des Nations Unies, accueillis par un important contingent militaire. Une cérémonie retransmise en direct sur la télévision nationale. Les soldats tanzaniens tués en air des Congo au cours d'une attaque menée contre une base tenue par des casques bleus la semaine dernière ont reçu des hommages et des honneurs militaires. L'avion transportant leurs dépouilles a atterri en fin de journée à l'aéroport international de Dar es Salaam. Tout en exprimant une nouvelle fois mes condoléances les plus attristées au gouvernement tanzanien et aux proches des casques bleus morts au champ de bataille, je réaffirme ici la détermination de la mission à mettre en œuvre son mandat pour la paix et la sécurité en appui à l'État congolais. Pour rappel, cette attaque, la pierre de l'histoire de l'ONU depuis juin 1993, est survenue jeudi à la tombée de la nuit à Semuliki, dans la province du Nord Kivu. Elle a été menée par des membres présumés des ADF, des miliciens ougandais musulmans. Une attaque dénoncée et qualifiée d'inacceptable par l'Union européenne. Une autre politique au Zimbabwe où le congrès extraordinaire de la ZANU-PF se tient cette semaine et ce à partir de ce mardi pour finir le vendredi à venir. Il s'agit du premier congrès du parti au pouvoir sans l'ancien président Robert Mugabe. Voici le point. La ZANU-PF tiendra pour la première fois de l'histoire zimbabwéenne son congrès sans Robert Mugabe. Une situation ironique quand on sait que l'ex-président prévoyait de se débarrasser d'Emerson Mnangagwa lors de ses assises. Le congrès extraordinaire de la ZANU-PF doit se tenir tout au long de cette semaine. L'un des points importants de cette réunion est la nomination de 2 vice-présidents par le nouveau chef d'État. Autre point qui sera au centre des débats, la confirmation de l'expulsion de Grace Mugabe, épouse de l'ancien chef d'État, ainsi que celle de ses proches du G40. Moins d'un mois après le coup de force de l'armée qui s'est soldé par la démission de Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa devrait être confirmé dans ses fonctions de président du parti et donc être intronisé comme candidat de la ZANU-PF lors des prochaines élections devant avoir lieu avant août 2018. Direction la Sierra Leone où les adolescentes enceintes sont privées d'école et d'examen. Avec l'un des taux de grossesse précoce les plus élevés du monde, ces exclusions ont de graves conséquences sur l'éducation des jeunes filles dans ce pays. Reportage. À 17 ans, Fatmata est enceinte de son 2e enfant. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché de son premier. Avec sa cousine, elles ont été forcées de quitter l'école lorsque leur grossesse est devenue trop visible. Une règle imposée en Sierra Leone par le gouvernement qui considère que ces jeunes filles montrent le mauvais exemple. J'étais malheureuse parce que je ne pouvais plus voir mes amis ni les filles de mon village à l'école. Mais j'étais enceinte et ensuite j'ai dû prendre soin de mon enfant. J'aurais préféré autre chose, mais je n'ai pas eu le choix. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, une femme enceinte sur 3 est une adolescente. Pour faire face à la pression internationale liée à ces mesures d'exclusion controversées, le gouvernement s'est vu forcé d'ouvrir des classes spécialement destinées aux jeunes filles enceintes.
Elles peuvent ainsi poursuivre leur scolarité en suivant un programme très allégé et à l'écart des autres adolescents. Les jeunes pères, eux, sont épargnés. C'est contre-productif d'isoler de jeunes garçons juste parce qu'ils ont mis une fille enceinte. Les garçons ne portent pas d'enfants, mais les filles, oui, et ça se voit. C'est la grande différence. Le gouvernement affirme que cette initiative est un succès. 5000 jeunes filles sur les 14 000 inscrites dans ces écoles spéciales ont fini par réintégrer l'école traditionnelle après leur grossesse. Mais près de 2/3 d'entre elles restent définitivement exclues du système éducatif. Ce n'est pas parce que ces jeunes filles sont enceintes que leur éducation doit s'arrêter net. Notre position est très claire et nous l'avons dit au ministre de l'Éducation. Nous voulons que ces adolescentes soient scolarisées, pas discriminées. Mais le gouvernement ne permet pas cela. L'éducation sexuelle n'existe pas en Sierra Leone. Seules les ONG se chargent d'informer les adolescents sur leur sexualité. Et même les solutions temporaires sont menacées. Le gouvernement assure ne pas avoir assez d'argent pour continuer à financer ces cours, au risque de condamner des milliers d'adolescentes à abandonner leurs études complètement. En Côte d'Ivoire, des statistiques ont révélé que les jeunes du Nord seraient plus touchés par le phénomène de la migration clandestine. Les autorités de cette région se sont lancées dans une campagne de sensibilisation depuis le scandale des migrants noirs vendus sur des marchés d'esclavage en Libye. Notre correspondant à Abidjan, Chris Paterna-Sémian, s'est rendu dans la ville de Kaniasso, à quelques kilomètres de la frontière avec le Mali, à la rencontre de quelques jeunes. Kaniasso, petite commune rurale située dans la région du Folon, dans le district du Denguélé, à 950 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Elle fait frontière au nord avec le Mali, à l'ouest avec la Guinée. Cette région de la Côte d'Ivoire fournit le plus gros lot du contingent des Ivoiriens candidats à l'immigration clandestine. Sidibé est originaire du nord de la Côte d'Ivoire et exerce le métier de chauffeur. Malgré cette occupation, le jeune homme est aujourd'hui une proie facile pour l'immigration clandestine. Je cherche ici, il y a eu l'occasion, je cherche à aller. J'ai un diplôme, j'ai fait la conduite, mais avec ça, je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Ces jeunes suivent de loin le meeting organisé par l'ancien ministre des Transports d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, député de la ville de Diémé, Gaoussou Touré sillonne le village et commune de cette partie de la Côte d'Ivoire au lendemain du scandale des migrants noirs vendus comme esclaves en Libye et du rapatriement de plus de 300 Ivoiriens en provenance de ce pays. Nous avons vu dans les statistiques qu'il y avait beaucoup de jeunes du district qui participaient à cette malheureuse aventure. Donc pour nous, il était important qu'on sensibilise non seulement les parents, mais également les jeunes, pour qu'ensemble, ils puissent rester pour les opérations de développement que nous allons faire. Ici, la pauvreté crève les yeux et les inégalités entre la capitale économique ivoirienne et les villes du Nord restent croissantes. Dans ce contexte, difficile pour ces jeunes d'entendre ce message de sensibilisation, alors que le chiffre des migrants morts sur des embarcations de fortune au large des côtes libyennes se multiplie. En République centrafricaine, les autorités ont mis en place une nouvelle structure. Celle-ci aura pour mission de conduire l'actualisation de la politique nationale de la protection sociale. Le reportage a signé Hubert-Marie Djamani. Il faut rappeler que ce processus avait été lancé en juillet dernier avec l'appui de la Banque mondiale, de l'UNICEF et du Bureau international du travail BIT. Dans le cadre de la feuille de route qui a été établie, une étude sur la méthodologie de ciblage des personnes vulnérables en République centrafricaine avait été réalisée. L'audit organisationnel et institutionnel du ministère des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale a également été effectué. Dans le cadre de l'actualisation de la politique nationale de protection sociale, si je dis actualisation, ça signifie que il y a eu un précédent document, mais ce document ne couvrait pas tous les aspects et la nécessité est apparue de faire une relecture et de l'adapter.
Les bases de l'actualisation étant jetées depuis plusieurs mois, les travaux de l'étude visant à faire l'état des lieux du système de l'état civil sont très avancés. Cette étude permettra de monter des projets d'identité pour le développement en République centrafricaine et de chercher le financement pour la reconstruction des actes d'état civil et des documents détruits lors de la crise de 2013. Si vraiment le document sera bien ficelé et on va essayer de l'appliquer et puis c'est un plus pour le pays. L'actualisation de la politique nationale de protection sociale en Centrafrique sera conduite par un comité de pilotage regroupant toutes les structures qui interviennent dans la protection sociale. L'atelier permet de recevoir des informations fondamentales sur certaines notions de la protection sociale et des transferts monétaires. Au Brésil, quand policiers et trafiquants de drogue s'affrontent dans les favelas de Rio, personne n'est réellement à l'abri des balles perdues. Parmi les victimes, Maria Eduarda, une collégienne de 13 ans, tuée en mars dernier alors qu'elle était dans son école. Reportage. C'était en avril dernier à Rio, les funérailles poignantes de Maria Eduarda. Quelques jours avant, cette collégienne de 13 ans était tuée par des balles perdues dans son école d'une banlieue pauvre de Rio. Elle rêvait d'être championne de basket. Ce jour-là, des policiers tirent sur des trafiquants de l'autre côté de la rivière. Le collège de Maria Eduarda est juste en face. Chacun de ces cœurs représente un impact de balles. Les tirs venaient de là-bas. Il y en a eu plus de 60. Ils ont perforé un portail, la grille, et ont touché ma fille qui courait depuis le terrain de basket. Maria Eduarda s'entraînait ici avant d'être fauchée par des balles qui ne lui étaient pas destinées. J'ai vu ma fille à midi et le soir à 19h. Elle était là, à terre, touchée par 3 tirs de fusil. Je l'ai embrassée. Elle était encore toute chaude. Je l'ai embrassée, il y avait beaucoup de sang. Il y a eu 2 tirs dans sa tête. Maria Eduarda n'est pas un cas isolé. 10 enfants sont déjà morts cette année, à l'école, dans la rue ou même dans le ventre de leur mère. À chaque nouvelle petite victime, l'ONG Rio des Pages ajoute un panneau ici, dans ce quartier chic de la ville. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais selon la presse, plus de 600 personnes auraient été touchées par des balles perdues à Rio sur les seuls 6 premiers mois de l'année. Près de 70 sont mortes. Dans le cas de Maria Eduarda, les policiers ont été inculpés. Mais la plupart du temps, aucune justice n'est rendue. Parfois, il n'y a même pas d'enquête. Le tour cycliste du Burundi a débuté ce mardi à Ngozi et sur les premiers kilomètres du parcours, le président de la République, Pierre Nkurunziza, était présent. On le suit ainsi qu'un cycliste. Là où il y a la paix, il y a la joie. On remercie les organisateurs de cette course d'avoir choisi le Burundi. Pendant les fêtes de fin d'année, c'est une bonne occasion pour célébrer avec tous les Burundais la fête de Noël. La sécurité n'était pas bien assurée car il y avait des camions au long de la route. Et parmi nous, il y a ceux qui se sont blessés. Raison pour laquelle la 3e place ne me satisfait pas du tout car j'étais favori pour gagner cette épreuve. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.